Bonus. Trax. Marie-Paul, Clara, les hommes ont été enlevés. Vite, il faut aller à leur secours. Oh, t'es sûr? Ouais, j'avoue, là, je resterais bien tranquillement dans l'Holo Suite à regarder les 3 derniers Holo épisodes de Lower Decks. Oui, il se débrouille, hein. Vas-y, on s'installe? Ici, il y a du popcorn. Si tu veux, j'ai des sucrés ou des salés. Ah, salé. Et moi, je sers le vin. Voilà, on n'est pas bien là, toutes les trois. Royal, un petit plaid et c'est parti. I can't believe we're at Deep Space Nine! Wait, just buy me some time. Sir, how do we do that? I don't know, just circle around and pretend we're in awe of the pylons. Just keep circling. Working. Alors les filles, qu'est-ce que vous avez pensé du premier épisode que nous allons traiter ce soir qui parle de Deep Space Nine? Qui veut commencer? Clara, toi qui es fan. Déjà, moi, je l'attendais depuis qu'il y a eu la depuis qu'il y a eu l'annonce de la saison avec qui annonçait qu'ils allaient sur Deep Space Nine, pardon. Donc moi je l'attendais avec impatience et j'avoue tout esprit critique est parti par la fenêtre à partir du moment où j'ai entendu la musique du générique où ça commençait à tourner autour des pylônes. J'ai eu un peu les larmes aux yeux rien qu'en entendant la musique, donc pour ça j'ai adoré. Je trouve que ça fait toujours plaisir de revoir Kira, ça fait plaisir de revoir son lien avec, de revoir Quark et le peu d'interactions qu'ils ont ensemble, ça marche tout de suite. En ce qui concerne l'épisode en lui-même pour le côté Lower Decks, déjà ça fait plaisir d'enfin voir le couple Mariner-Jennifer qui nous était teasé mais qu'on voyait pas. Donc ça a commencé à aller un peu vers le queerbaiting. Donc ça fait du bien d'enfin les voir. Je trouve leur relation est assez fun en fait dans le twist final. Pour ce qui est de ce qui se passe sur la station avec Tandy et Rutherford, je trouve ça assez intéressant parce qu'on a un personnage d'Orion. Je sais pas comment on dit en français en fait, parce que j'ai jamais regardé les séries en français. Donc Orion. Ouais, c'est d'Orion. Ouais, je trouve la partie avec Tandy et Rutherford intéressante. D'autant plus qu'avec le personnage de l'Orion qu'on découvre en fait a absolument pas grandi dans sa culture et ne la connaît que par des romans, les très mauvais romans avec des sens sur les premières de couverture. Alors qu'en opposé on a Tandy qui elle au contraire a grandi complètement dans cette culture mais finalement veut s'en sortir. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est des thèmes qui justement étaient développés pas mal dans DS9 avec les personnages de Worf et Dodo. Pour ce qui est le côté essayer de connaître sa culture de l'extérieur et inversement avec les personnages de Nog et Ron qui étaient plutôt du côté de Tandy qui essayaient de se sortir de leur culture sans pour autant tout oublier. Donc voilà, je trouve que ça c'était intéressant. Du coup je trouve que ça rentre bien avec le fait que ce soit l'épisode DS9. Alors Marie-Paul, toi t'es novice nous avec Moi j'ai une question, on est dans la zone spoiler ou pas? Parce que d'habitude on fait toujours une zone sans spoiler et t'as spoilé déjà un peu C'est vrai, un bout de l'épisode. Tu veux que je recommence ou alors ou alors on fait pas comme d'hab. Ouais, on fait pas comme d'habitude, on fait à notre c'est sauce. notre style. Voilà. Allez, on s'en fout. On est en spoiler direct. Désolé hein les gars, mais J'en reviens pas qu'on aille sur Deep Space Nine! Oh, je vais aller sur la promenade. Oh, regardez les boutiques. Oh, il y a sûrement un chez Quark! Ah oui, Tandy, et pas n'importe lequel, c'est le chez Quark original. Vous êtes excités pour un resto franchisé, vous êtes vraiment des touristes. Après avoir transféré les caisses dans le vaisseau des Karema, on aura enfin un peu de temps libre. Amusez-vous bien là-bas. Moi, je vais rester ici et me reposer. Ça veut dire que t'es libre aujourd'hui? Oh, salut! Je croyais que tu dormais encore. Salut, Jennifer! Salut vous trois! Je dois aller retrouver mes amis aujourd'hui et je meurs d'envie de te les présenter. Oh, oui, je comprends, mais je devrais les accompagner pour leur faire visiter Deep Space Nine parce que sans moi, ils vont se perdre et se retrouver dans un univers miroir avec Miller. T'inquiète, on a des plans. Mariner, tu viens de nous faire comprendre à quel point tu détestais cette station. Alors reste ici et amuse-toi avec Jennifer. Castro anime une rencontre aujourd'hui. Tu vas adorer. Oh, elle te présente à ses amis, ça c'est pas rien. Et si elles sont coincées dans le jugement, j'aime déjà pas du tout ce qu'elles appellent une rencontre. Ça sent le truc pourri. Ça compte pour Jennifer que tu t'entendes avec elle. Ah bon, tu crois? Tout ira bien, te prends pas pour la chef comme tu le fais avec nous. Je me prends pas pour la chef. Celle-là, elle est vraiment bonne. Warning.
Bah, moi, évidemment, j'ai pas vu Deep Space Nine, mais j'ai bien vu toutes vos réactions hyper emballées. J'ai bien vu tous les trekkies sur Twitter qui étaient hyper contents et contentes. Effectivement, la musique, les persos, le retour de Kira, et ça se comprend complètement, tout à fait, sans avoir besoin de connaître tout le lore et d'avoir même vu la série. Je pense que j'ai quand même gratté quelques références ou quelques private jokes, mais l'épisode était assez dense. En fait, c'est quand même des épisodes de 25 minutes, donc il y a énormément de choses qui se sont passées et c'était bien écrit dans le sens où il se passe des choses suffisamment denses, il y a suffisamment d'éléments qui sont révélés sur les persos, sans que ça soit trop ou que ça soit, on ait l'impression que ça soit bâclé. Donc c'était plutôt cool. C'est cool aussi d'avoir cette espèce d'introduction à Tandy qui amorce un peu ce qui va se passer dans l'épisode suivant dont on parlera tout à l'heure aussi. Je trouvais ça chouette qu'on voit un peu plus de ce perso et qu'on découvre qu'en fait, si, hein, elle sait tout à fait être une pirate et elle sait tout à fait faire tout ce qu'il faut si elle le voulait. Et elle est extrêmement capable par rapport au gros balourd, la grande gueule au final, qui sait absolument rien faire et qui est juste là pour essayer de se faire accepter le pauvre mec au final. Non, c'était chouette. Après, et puis la soirée pyjama, on sent Mariner qui boue absolument à chaque réplique des copines de Jennifer. C'était tellement drôle. J'avais effectivement moi aussi envie de leur dire mais taisez-vous, et effectivement le twist qui clôt leur petite soirée pyjama, enfin leur moment à elle est assez drôle et j'aime beaucoup. Et ce qu'elle lui dit, ce que Jennifer lui dit, c'est trop bien de l'aime pour ce qu'elle est et que la Mariner n'a pas à s'invisibiliser ou à ne pas être elle-même alors qu'elle rencontre ses copines, quoi. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'une novice comme toi ait réussi à entrer dans l'épisode et se soit pas sentie exclue, parce que c'est super important. Mais moi, je dois dire que je suis super fan de Deep Space Nine, et pour moi, il n'y avait pas assez. Mais je comprends que toi, novice, tu as eu le sentiment qu'il y avait suffisamment pour comprendre les personnages et pour apprécier l'épisode, qui était très bien, qui se tenait très bien. Et moi, qu'est-ce que j'ai ri parce qu'en fait, le générique initial de Deep Space Nine tourne autour de la station et la caméra tourne amoureusement autour de cette station. Je ne sais pas si tu as compris que c'était une station cardassienne et qu'elle avait été arrachée à l'ennemi lorsque les Cardassiens ont quitté Bajor. Ah non, pas Mais du en tout. fait, en fait, c'est une architecture cardassienne, donc c'est pour ça que tu as des références au côté froid, au côté autoritaire. Et en fait, elle est occupée par les Bajoriens depuis la libération de Bajor. Et elle est située à côté du seul vortex stable qui permet d'accéder à des parties reculées de la galaxie, et notamment qui a amené la fameuse guerre du Dominion. Ça, j'étais perdue sur la guerre des Dominions, effectivement, ne sachant pas ce que c'est, j'ai vaguement compris qu'il y avait des trucs, mais... Mais après, quand on tourne au début, là, dans la scène de pré-générique, autour de la station, et amoureusement, et puis on dit fais vol autour de la station, l'air de rien, mais c'était génial. Ça, pour le coup, pour un fan de Deep Space Nine, mais tu te gondoles sur ton canapé en disant mais ils ont tout compris. Et puis t'as la musique, t'as tout, et la coiffure de Kira, elle est super importante parce que c'est badass Kira de la deuxième saison, quand ils lui ont fait vraiment une coupe très militaire, parce qu'en fait dans l'épisode pilote, elle était avec des cheveux mi-longs, un peu comme l'enseigne Ro qu'elle devait parce que l'ancienne Rhodes Next G devait être mutée avec le Chief O'Brien de Next G sur Deep Space Nine. Et en fait, finalement, l'actrice, elle a préféré avoir une carrière au cinéma. Et donc, ils ont créé Kira Nerys. Et en fait, ils lui avaient donné une coupe un peu sous le menton. Et en fait, pour lui donner un aspect militaire, ils lui ont fait une coupe en brosse. Enfin, elle était vraiment... tu vois, les 3 premières saisons, elle était... c'était une rebelle, et tu le vois dans les scènes avec Shax notamment, quand ils parlent de leur époque sous la rébellion. Ils jouent un petit peu le côté c'est moi qui t'ai sauvé, non c'est moi et tout ça, mais c'est plutôt sympa. Là où j'ai été un peu déçue, c'est que Quark, il aurait pu être encore plus extrême, mais je pense qu'il lui manquait Odo. Et Odo, c'est peut-être à lui qu'elle pensait en regardant le Vortex. Parce que là, je ne veux pas te spoiler non plus, mais c'est un des points clés de Deep Space Nine.
Mais Odo et Quark, c'était les Laurel et Hardy de Deep Space Nine, ils étaient géniaux ensemble. Kira, personnage préféré de tout Star Trek, mais Odo, c'est un personnage qu'à la fois j'adore et que parfois je déteste dans son côté un peu policier extrémiste, mais que j'adore pour plein de raisons. Et j'avoue que l'acteur est mort en 2019 et je pense que clairement si l'acteur était pas mort, même si il est plus sur Deep Space Nine à la fin de la série, ils auraient trouvé un moyen de le faire revenir, c'est sûr. Et il manque effectivement, je pense que il y a plein de personnages qui ne sont pas là pour une raison évidente, c'est qu'en 20 minutes, quand tu veux faire une histoire Lower Decks, plus rajouter Deep Space Nine, plus faire en sorte que ce soit compréhensible par quelqu'un qui n'a pas vu Deep Space Nine, tu peux pas non plus mettre tous les personnages, mais je pense que Odo, c'est clairement le personnage qui est présent par son vide, quoi, par son absence dans cet épisode. Il y en a qui se sont demandé si, lorsque Kira regarde le Vortex, elle pense pas aussi à Benjamin Sisko. Ouais, moi, justement, je me posais la question si c'était Sisko ou... Enfin, au début, j'ai pensé à Sisko et ensuite, j'ai pensé à Odo. Je pense que c'est laissé légèrement... J'aime bien, justement, qu'ils aient laissé ça en suspens. En suspens. C'est pas... Après, on voit aussi qu'au moment où elle regarde le Vortex, c'est le moment où la délégation arrive. Donc, je pense que si on n'a pas vu la série, on peut le prendre aussi très bien comme juste elle regarde le vaisseau de la délégation arriver, quoi. Oui, pour moi, j'ai compris ça. Mais ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'en une seule, genre, c'est quoi ? C'est 3 secondes de plan. Elle a même pas encore parlé. Et tout de suite, les gens qui aiment Deep Space Nine peuvent vraiment projeter 1 milliard de trucs dessus. Donc, je trouve que ça marche bien, ouais. Et de revoir la promenade où il y a tous les commerces et qu'on te réexpose ce que Sisko avait expliqué dans la première saison, que lorsque tu vois la station détruite pas la première saison, l'épisode pilote, où les Cardassiens ont laissé un vrai carnage sur la promenade, tout est détruit et qu'ils persuadent Quark et les autres de rester pour justement reconstruire et rester et créer du lien. Tu retrouves ça finalement dans cet épisode. J'avoue que du point de vue de l'animation des décors, j'ai vraiment été impressionnée parce que ce soit, comme tu disais, ce moment où ils font le tour et on regarde avec amour cette station, ou à la fois le moment où c'est à l'intérieur, j'avais l'impression de regarder Deep Space Nine. Il y a des moments où le dessin qui pourtant est généralement assez simple dans Lower Decks, le dessin de la station était assez complexe. Parfois, on aurait presque cru que c'était directement tiré de la série, quoi. Donc, non, j'avoue que pour la récréation de DS9 et l'ambiance que ça crée et tout, ils ont vraiment été dans le détail et ils ont vraiment bien fait les choses, juste au point où on voit le personnage de Morn, mais il est génial. Mais oui, c'était génial, ça. Alors, c'est le barfly Attends, mais juste pour expliquer à Marie-Paul. Je sais ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, vas-y, alors explique-lui. Alors, Morn, c'est un personnage dans DS9 qui est toujours au bar, parce que donc l'un des endroits qu'on voit souvent dans la série, c'est donc le bar qui est tenu par Quarks. Et donc, il y a ce personnage qui est là et qui ne parle jamais. Alors, toi, Marie-Paul, qui l'a vu en allemand, c'est possible que tu l'aies entendu parler, parce qu'il paraît que dans la version allemande, ils lui ont mis des lignes de dialogue. Mais en anglais, il parle jamais. Pour une raison simple, c'est que apparemment le make-up ne pouvait pas ouvrir la bouche. Et en plus, qu'il faut payer plus les acteurs quand ils ont des lignes de dialogue. Mais tout le long de la série, il y a cette blague que tout le monde dit que Morn passe son temps à parler, que c'est qui blablate tout le temps, qui raconte plein de trucs, alors qu'on n'entend jamais rien dire. C'est un peu la blague récurrente de la série. Et voilà, rien que le fait de le voir chez Quarks, pour ceux qui ont regardé la série, ça y est, on se retrouve dans DS9. On est prêt à revoir la saison 8, quoi. Mais juste, alors, c'est moi qui ai vu la série en allemand. Et je me souviens pas l'avoir entendu parler, mais c'est génial. Et t'as un épisode qui lui est consacré, qui s'appelle Who Mourns for Morn, qui est génial. Mais tous les épisodes où il apparaît au bar, mais c'était vraiment le 3e personnage au fond du bar, mais c'est hilarant de le voir. Et tu le vois tout le temps. Et effectivement, il y a Quark qui lui parle, enfin c'est cool. Et donc c'était intéressant en parlant de Quark, donc ce qu'il est devenu un businessman intergalactique qui ouvre des franchises de Quark un petit peu partout, mais que c'est à Deep Space Nine que tout a commencé. Et donc il joue au Dabou, ce jeu en fait qui est truqué et où Boimler n'arrête pas de gagner. Et à la fin, c'est génial quand on lui dit soit tu prends cet argent qui est sale, soit tu prends ce bon d'achat. C'était quand même très drôle. Il prend le bon d'achat.
Il dit bon, l'argent, on s'en fout. Ça, c'était génial quand même. L'animation du visage du Ferengi en face de lui, qui est outré d'entendre un humain lui dire qu'il préfère des bons d'achat plutôt que du latinum, ça m'a fait exploser de rire. J'ai vraiment ri rien que sur l'animation du visage du Ferengi. Ouais, non, mais c'était ces scènes là dans le bar et puis toutes ces et bien sûr Quark était un personnage qui faisait arnaque sur arnaque. Donc c'est pas étonnant que là par exemple qu'il ait piqué la technologie c'est ce qu'il faisait régulièrement hein, dans Deep Space Nine. Il piquait la technologie des autres, il l'a développée, il voulait faire du profit parce qu'en fait les Ferengi sont une race extraterrestre qui veut absolument faire du profit. Oui, mais alors du coup, s'il y a plus d'argent, comment ça marche? Mais ce sont des Ferengi. Ils ont de l'argent en fait parce que c'est vrai, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais donc la série DS9 se passe autour de Bajor, enfin pas dans l'espace qui entoure Bajor, et Bajor n'est pas dans la fédération dans la série, et du coup les Ferengi ne sont pas non plus dans la fédération, et donc c'est des peuples qui ont des moyens de, enfin ils ont créé la série a créé la monnaie qu'ils appellent je sais pas comment le Gold Press, voilà, c'est le Gold Press Latinum. Donc du latinum pressé à l'or en français. Et donc c'est un mot qui est énormément utilisé par les Ferengi de la série, parce que voilà, ils sont obsédés par le fait d'accumuler des richesses. Et il y a effectivement... moi, c'est un problème que j'ai avec DS9, c'est que je me pose toujours la question comment les gens de la Fédération, justement, font, parce qu'ils sont tout le temps chez Quark, mais ils sont pas payés, vu qu'ils font partie de Starfleet. Donc c'est une petite question que je me pose à chaque fois. Mais comment ils font? Comment ils boivent? Comment ils jouent? Les Ferengi, ils ont pas l'air de vouloir d'être des personnes qui veulent faire de crédit? Ou alors ils font ça en échange de services ou... C'est vrai que l'argent, là-dessus, ça a toujours été... ça a jamais été évoqué. Et les Ferengi ont été les seuls à demander de l'argent. Mais ça a jamais été dit explicitement qu'il n'y avait pas d'argent dans la fédération, qu'on était passé au-delà. Donc là, c'est pour le coup, c'était... moi, je trouvais que c'était un des épisodes qui le disait explicitement. Non, Clara, dans Discovery, il n'y a pas... Attends, il y a une autre série dans laquelle ça a déjà été dit. Si, je crois que c'est dit de temps en temps, mais en fait, la vérité, c'est surtout que tu les vois jamais utiliser de l'argent. Juste parce que c'est presque un truc qui est évident, parce qu'ils n'utilisent jamais de l'argent. Et j'avoue que le fait de payer quand il y a des réplicateurs à côté qui donnent de la nourriture et de la boisson gratuite, c'est toujours un peu... ça pose des questions, mais voilà, du coup, pour le coup, je trouve que Boimler, qui décide de redonner son argent et d'échanger ça pour avoir des objets de collection avec la tête de Quartz dessus, je trouve ça très très drôle, justement. Je pense que c'est né aussi de ce questionnement du créateur. Ouais, non mais c'était bien vu. Puis bien sûr, les Ferengi sont au cœur de cet épisode, parce que le titre original, Hero Trust Nothing, c'est une des rules of acquisition des Ferengi, et ça a toujours été très drôle, parce que selon l'épisode, Quark sortait toujours une nouvelle règle ou des trucs, mais Marie-Paul, mais tu te serais gondolée de rire, parce que tout est sexiste. Ah oui, les Ferengi, il y a des femelles Ferengi, mais elles sont gardées nues chez les hommes, sous clé, parce que sinon elles pourraient ouais, c'est voilà, non mais t'apprends des trucs comme ça. Oui. Je suis pas sûre d'avoir envie de regarder Deep Space Nine, d'accord. Mais c'est drôle, mais c'est ça le pire, c'est que c'est drôle. Ils te disent froidement non, faut garder les femmes à la maison toutes nues comme ça, et en fait bien sûr c'est pour dire l'opposé, mais et surtout les femmes. Alors dans Deep Space Nine, les femmes ont toujours eu un super rôle. Hein. C'est pas Next G ou Crusher et Diana Troy n'avaient pas le beau rôle et devaient toujours avoir des épisodes où elles jouaient les seconds couteaux face aux hommes. Là, on parle de la série qui a broadcasté le premier baiser entre deux femmes, avec des personnages forts, Jadzia Dax, Kira, qui est un personnage incroyable. Donc non, Deep Space Nine, c'est au contraire une série très féministe. Ouais, c'est d'ailleurs étonnant. Enfin, je sais que je fais énormément de lobby auprès de ma sœur pour qu'elle regarde. Je crois qu'elle a pas ou peu regardé de Star Trek, mais c'est quelque chose que je lui dis, c'est que pour une série des années 90, ça tient encore. Il y a 2-3 épisodes qui sont un peu limites, mais sinon, pour une série des années 90, elle est excellente au niveau de ses personnages féminins. Malgré les meufs gardées à la maison nues. Alors justement, mais non, mais c'est contre, mais c'est contre ce principe justement. Il le raconte pour le dénoncer.
En fait, les Ferengi, à la base, ils ont été créés pour être une sorte de parodie ce qu'ils disent dans la série Next Generation, je crois qu'ils appellent ça les Yankees, donc des capitalistes sexistes du 19e, 20e siècle américain. Et justement, c'est tout un truc sur le fait que leurs femmes n'ont pas le droit de s'habiller, elles n'ont pas le droit de faire de commerce, etc., alors que le commerce est au centre même de la culture Ferengi. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est développé dans plusieurs épisodes de la série, parce que justement, il y a des personnages de femmes Ferengi qui sont pas forcément d'accord avec ça, et c'est une question qui se pose justement. Mais c'est clairement une manière de critiquer le sexisme actuel à travers une espèce alien, de la même manière que dans la série originale de Star Trek, on parlait de racisme à travers une espèce qui était raciste dépendant de quel côté de ton visage est noir ou blanc, quoi. Et on rencontre la mère de Quark. Et en fait, quand elle apparaît, elle porte des vêtements. Donc Quark est choqué. Mais c'est génial. Et puis bien sûr, elle lui rabat son caquet. Mais tout repose sur le fait qu'on rabat son caquet à Quark tout le temps, en fait. Hein. C'est pas du tout... Et en fait, au début, c'était des personnages qui étaient créés pour la blague. Et dans la guerre contre le Dominion, ils se sont révélés héroïques. Mais voilà, et dans Deep Space Nine, en fait, tous les personnages ont plus de nuances de gris que dans d'autres séries. Quark débite des bêtises sur les femmes. Il dit, mais pas étonnant que votre femme vous réponde, vous la laissez sortir et vous la laissez s'habiller. Enfin, il sort des âneries comme ça. Bien sûr, les scénaristes n'y croient pas 2 secondes. C'est juste pour dénoncer et pour se moquer du personnage. Moi, il y a un personnage que j'ai adoré dans cet épisode, c'est Tandy. Elle est badass. Ouais, elle est trop badass. Elle est super intéressante parce qu'effectivement, elle garde son espèce de masque de protection un peu qu'elle a, qui fait un peu qui fait partie de sa personnalité, de ce qu'elle a appris en étant jeune avec ses parents qui sont apparemment des pirates Orient extrêmement doués, et elle nous épate encore plus puisqu'elle est déjà épatante sans qu'on connaisse ses compétences là, et je trouve ça super intéressant parce qu'elle se retrouve dans un rôle de meneuse et elle prend les choses en main et c'est chouette, même si elle est évidemment elle se fait facepalm toutes les 3 secondes avec son confrère, je sais pas si on peut, le collègue qui essaye de leur en mettre plein la vue parce qu'en fait le pauvre gars il n'arrive pas à s'insérer socialement, à faire ami. Donc non, je trouvais ça super intéressant, et ça, je trouve que c'est un personnage qui a encore beaucoup à nous apprendre sur qui elle est et quelles sont ses capacités, et que moi je la vois bien un jour être enfin aux commandes d'un vaisseau, quoi. Ça serait cool. Ah ouais, non, je trouve que ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Tandy, c'est un personnage extrêmement solaire, extrêmement optimiste, extrêmement tourné vers les autres. Enfin, je vais pas parler du prochain épisode, mais on l'avait vu dans l'épisode où apparaissait de la fin de la saison 1, je crois, avec Peanut Humper, où Peanut Humper lui était toujours meilleure qu'elle, et elle, au lieu d'être jalouse, elle était toujours contente parce que pour elle c'était une preuve qu'elle faisait bien son travail de mentor et tout. C'est vraiment quelqu'un qui est comme ça, qui est extraordinaire de gentillesse, de douceur, d'optimisme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en découvrant qu'elle a ces capacités incroyables de pirate, au point où à un moment il y a un des membres du vaisseau qui la voit arriver et préfère sauter par-dessus la barrière plutôt que d'avoir affaire à elle, c'est qu'en fait elle choisit d'être solaire et positive et d'être cette personne extrêmement douce et extrêmement gentille qu'elle est, en fait. Et d'une certaine manière, c'est presque elle qui est la plus Starfleet de tout l'équipage, quoi. Justement dans ce désir d'être positive et de faire les choses bien, etc., quoi. Mais tout à fait, mais tu as tout à fait raison, parce que finalement, moi, dans cet épisode, j'ai adoré son comportement, son côté badass, mais en fait, elle reste elle a un côté Starfleet. Elle n'a pas un côté rebelle ou tu vois, enfant gâté, ou voilà, elle fait le job, et je trouve qu'elle le fait bien. Et sa relation avec Rutherford est franchement géniale. C'est un personnage que tu as envie de suivre, et il y a une vraie évolution depuis la première saison. Tu as l'impression que c'est un capitaine en devenir, tout à fait. Alors, verdict sur cet épisode. Qu'est-ce que c'est, plus, moins?
Pour moi, c'est plus, mais Mais vous n'êtes pas objectives, là, toutes les deux, là. encore une fois, tout sens de la réflexion est parti à la fenêtre le moment où il y a eu les premières notes du générique qui sont apparues. Donc, absolument pas. Ça s'entend effectivement que vous êtes totalement passionné de Deep Space Nine. Ouais. Et toi alors Marie-Paul, comment tu noterais cet épisode? Ouais, c'était cool. Pour le coup, c'était un bon épisode qui remonte un peu Pour l'instant, cette saison, elle est chouette, mais ça m'accroche moins que les précédentes. Donc c'était cool d'avoir cet épisode-là qui, justement, un peu amenait plein de trucs nouveaux, différents. Enfin, pour moi, nouveau, pour vous, non. C'était clairement c'était cool, du fan service, et c'est chouette parce qu'il en faut aussi. Et on sent bien que les créateurs, scénaristes aiment et connaissent bien l'univers et tout ça. Donc ça, c'était vraiment cool. Okay. Bah, moi j'ai bien aimé. C'est pareil que Clara, c'est plus. Je dois dire que juste le générique, quand il tourne autour de la station, mais je crois que je pourrais revoir cette scène ad vitam aeternam. Mais ça, Marie-Paul, il faut que tu regardes la série. On va s'organiser un truc en présentiel toutes les trois. On va organiser un podcast toutes les trois. On va regarder Deep Space Nine, le commenter en direct. Mais tu vas voir, non, ça va être trop long. Adorer. C'est ce que je suggérais à Guigui. On va le faire sur plusieurs. On va s'installer, on va faire comme a fait Manu, regarder les séries sur plusieurs mois. On va s'enfermer dans une cave. Pour ceux qui ont regardé la série, c'est vraiment en plus cette vue du générique, j'avais oublié de dire, c'est que on finit par aimer cette station. Enfin, ça vient. Je pense que comme beaucoup de séries, on aime le décor et tout, et juste en plein milieu, quand la musique s'arrête et coupée par Shax qui dit bloody fascist I saw ou un truc comme ça, j'ai explosé de rire parce que c'est très vrai en fait. Finalement, DS9 c'était en plus avant que la série commence, c'était une station de travail forcé, donc c'est un peu comme si c'est un peu comme si il y avait une base militaire qui avait été mise dans une ancienne base nazie dans un autre pays d'Europe qui avait décidé d'être fait en base militaire dans le pays, et base militaire / centre commercial, donc ça fait assez... Enfin voilà, j'ai trouvé la réplique de Shax extrêmement drôle à ce moment-là, justement. Alors maintenant, passons à l'autre épisode que nous allons commenter ce soir, l'épisode 7 qui s'appelle Mathematically Perfect Redemption. Waouh, c'est ça qu'il voulait que je fasse? Franchement, non merci. Ce mec balèze est mort? Waouh, j'ai visiblement fait le bon choix. J'en étais sûre. Maintenant, ils vont tous mourir. Le Titan? Voilà un vaisseau qui respectera un robot. Hé, attendez! Par ici! Au secours! Au secours! Bon, quelqu'un viendra bientôt me sauver. Sauf s'ils ne font pas de scan pour chercher des formes de vie non biologiques. Mais ça n'arrivera pas. Les filles, moi j'attends votre avis là-dessus. J'ai eu l'impression de regarder un parfait ovni que j'ai bien aimé, hein, mais quand j'ai vu l'épisode, j'étais là, hein, quoi, what the fuck? Oui, j'ai dit fuck. Donc en fait, c'est un épisode qui fait suite à un autre épisode de Lower Decks, et en fait, il y a une des enseignes, Peanut Hamper, qui se téléporte hors du Cerritos après avoir fait preuve d'insurrection parce qu'elle veut absolument pas suivre les ordres. Et en fait, lorsque il y a un vaisseau qui arrive et sauve le Cerritos, c'est le USS Titan, je crois, en fait, elle s'échappe. Non, elle s'échappe pas, elle s'est abandonnée. Elle est abandonnée dans l'espace. Et en fait, il y a il y a une race qui s'appelle Drokmani qui essaie de l'attraper. Et en fait, là, on passe de surprise en surprise parce qu'on a l'impression que c'est un épisode autour de la rédemption, que le personnage va s'acheter une conduite. Elle atterrit sur une planète, et en fait c'est une petite impertinente, on a envie de la gifler tout le temps parce qu'on n'en peut plus de son comportement, qui est à la fois très drôle et tout ça, parce qu'elle sort des formules à l'emporte-pièce, là, quand elle dit à la petite Sophie « Ah mais ça y est, on est amis pour la vie », et puis elle la lâche 30 secondes après. Sur la planète où elle atterrit, c'est un petit peu pareil, donc là on va peut-être pas spoiler, mais il y a des scènes, moi j'ai halluciné, les scènes où des relations sexuelles entre un robot et un personnage oiseau. J'espère que je choque personne en racontant ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que vraiment, j'étais là, hein, quoi? J'avais vraiment la mâchoire qui tombait sur le sol.
Ensuite, les Drookmani reviennent. Tu crois certaines choses, parce que je ne veux vraiment pas spoiler, mais en fait, non. Et en fait, mais je trouve que la petit robot, là, le Peanut Hamper, elle est hilarante dans le côté machiavélique, méchante. Elle retourne sa veste toutes les 30 secondes. On arrive à te faire croire à une histoire d'amour. Et en fait, non, pas du tout. Donc, vas-y, Marie-Paul. Mais t'as tout dit, là. Mais non, parce qu'en fait, l'épisode est tellement un ovni par la manière dont il est construit, parce que le Cerritos, finalement, il est au début, à la fin, mais entre-temps, moi, j'avais la mâchoire qui tombait sur le sol plusieurs fois. J'étais là, mais c'est plutôt ça, en fait. Ouais, non, c'était marrant. On avait l'impression de voir un espèce de... un peu épisode hors saison, spin-off, je sais pas trop quoi, parce qu'effectivement, en plus Peanut Hamper, donc je crois que c'est beurre d'amande en français, disait Guigui, qui était apparu, on l'avait vu à la fin de la saison 1. Ouais, je me souvenais plus trop. La saison 1, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que c'est justement l'épisode avec les espèces qui sont censées être stupides, là où... Ah oui, avec les casques. Les casques. Voilà, ils étaient géniaux. Oui, ils sont drôles. Et effectivement, c'était marrant de la revoir là et qu'elle soit finalement l'héroïne du jour. Et en fait, c'est vraiment une espèce de morue. Comme tu dis, t'as envie de la gifler dès qu'elle ouvre la bouche, dès qu'il fait un truc. L'égocentrisme par essence absolue. En plus, alors je me dis, oh là, mais quand même, mais... C'est une planète inexplorée par la Fédération et la Prime Directive. Alors, qu'est-ce que t'en fais? Tu la mets aux chiottes ou qu'est-ce qui se passe? Puis c'est quoi ce truc de, effectivement, les relations robots... Homme-oiseau. Homme-oiseau. En même temps, des relations avec des robots, on en a déjà eu dans Next Generation, donc... Oui, mais là, ça fait... Attendez, mais... elle est toute petite, Enfin, je sais pas, il y avait... Tu te demandais comment... Il y a des blagues dessus, d'ailleurs. Hein. Mais je dois dire, c'est quand même super chelou. Et effectivement, le coup de l'écriture qui te tient un peu en haleine et tu te dis, quand même, finalement, peut-être que... et puis, patatras, là, on va peut-être pas... Enfin, je sais pas, on va peut-être pas dévoiler la fin de l'épisode, mais t'as envie de la gifler. Pour une fois, je m'étais dit... Ouais, mais pour une fois, je me suis dit, allez, j'y crois, les gens peuvent changer, même les robots. Eh ben non. Eh ben non, pas du tout. Mais je dois dire, mais moi, pareil, à ce moment-là, je crois que ma mâchoire, elle est tombée pour la 20e fois de l'épisode sur le sol. Je me disais, mais c'est pas possible, ils n'ont pas été jusque-là, ils n'ont pas fait ça. Ah bah si. Et toi alors, Clara Alors moi, j'ai adoré cet épisode, j'ai trouvé vraiment formidable. Déjà, c'est un épisode de Lower Decks où on voit quasiment pas les personnages principaux ou même les personnages secondaires, c'est vraiment centré autour de ce personnage. Et c'est vraiment, voilà, au début, on nous montre un peu comme on installe un arc de rédemption finalement. Et dès le début, en fait, il y a ce moment où elle crée, comme tu as dit, cette espèce de poupée qui est une référence à Seul au monde. Sauf que dans Seul au monde, quand il perd son ballon, il se met à pleurer, alors qu'elle, en fait, elle 2 secondes plus tôt, elle était là, t'es ma meilleure amie, je te la laisserai jamais. Enfin, et hop, je te sacrifie. Ouais. Et elle dit bye bye. En fait, l'épisode est formidable parce qu'il arrive à aller dans des moments incroyables d'écriture, où on se dit non mais ça y est, il y a du changement, il y a des grands thèmes, et puis 2 secondes plus tard, passer dans l'humour absolu, il y a énormément de blagues que je trouve très drôles. Mais justement, la scène de sexe, on voit pas vraiment, mais justement, quand on voit qu'ils ont des relations, je trouve ça, c'est vraiment fait de manière très très drôle, et avec en même temps des idées d'animation et de mise en scène super bien trouvé. Enfin, je trouve que ça arrive à être exactement dans la bonne ligne où ça raconte des choses super intéressantes tout en ayant sans arrêt des twists auxquels on s'attend pas, et en ayant des blagues incroyables. Enfin, par exemple, quand il y a un personnage qui dit parce que c'est une planète où ils ont tous des ailes et donc c'est des hommes oiseaux, et un personnage qui dit je t'aime tellement, j'ai envie de chanter, et en fait il chante comme un aigle, quoi, donc il fait j'ai explosé de rire. Enfin, ouais, j'ai adoré cet épisode, j'ai trouvé ça très bien fait, et j'aime bien c'est une sorte de pause, d'un coup on dit voilà, c'est plus vraiment Lower Decks, on se concentre sur un personnage que vous aviez oublié, donc j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien fait.
Et ouais, twist sur twist. Bon, à un moment, j'ai cru que, justement, ça m'a rappelé un épisode de DS9, pour ceux qui savent. Je crois que c'est Not the Battle for the Strong, où il y a justement cette idée de rédemption et de comment est-ce qu'on fait face à la peur de l'ennemi, etc. Et justement, il y a vraiment ce truc où on croit que ça va être pareil, et puis finalement, à la fin, non, pas du tout. Enfin voilà, je trouve, j'ai adoré cet épisode. J'ai trouvé incroyablement bien fait. Les idées de... La manière dont c'est animé, c'est mis en scène, les paysages qu'ils ont créés. C'est vrai que Star Trek est génial pour plein de trucs, mais souvent les planètes sont un peu toujours les mêmes. Et là je trouve qu'ils ont vraiment utilisé le fait d'être dessinés pour se permettre de faire des décors qu'on n'avait pas vraiment vus avant. Enfin, j'ai trouvé vraiment incroyable. C'est débordant d'idées, et ça fait 2 épisodes de suite que j'ai trouvé super dense et avec plein de trucs, et au moment où il y a eu enfin, je pensais que c'était fini, vraiment. J'avais pas vu qu'il restait encore 5 ou 6 minutes avant la suite, quand il se passe un certain élément auquel on tourne depuis tout à l'heure. Mais vraiment, je trouve que ouais, ils se sont lancés un défi, ils ont réussi, ils sont partis sur quelque chose de complètement différent. Ils ont vraiment réussi, pour moi, à faire ce qu'ils voulaient, quoi. Donc je suis impressionnée sur cet épisode. Je le trouve... Il y a une très très bonne écriture, une bonne caractérisation des personnages. Puis alors cette scène de mariage, puis alors à la fin déjà la scène de mariage, quand elle porte le voile, quand ils vont se marier, et puis à la fin, quand en fait elle cherche quand le Cerritos revient la chercher, qu'ils s'aperçoivent qu'elle a été valeureuse, que tout s'est bien passé, et qu'il y a une scène hilarante où elle dit je vais finalement retourner chez Starfleet, et que lui dit non, mais est-ce qu'il y a de la place pour un mari aimant, et qu'elle est là non, mais tu viens pas, hein. Tu viens pas. Mais c'était génial, et tu t'aperçois que c'est vraiment une morue, qu'elle a tout manigancé, que mais et elle dit mais de toute façon vous êtes des oiseaux, vous êtes primitifs, j'en ai rien à foutre de toi, et lui il pleure tout le temps, il pleure quand on a fait l'amour, mais il faut le sortir quand même, ce genre de truc à la télé, et c'est c'est vrai, ouais. Et alors, est-ce qu'on parle maintenant de la scène finale? Voilà. Et là, donc bien sûr, parce qu'elle est trop mégalo, donc là, je me suis dit mais c'est génial. Et qui va le raconter alors? Marie-Paul, vas-y, raconte-nous la scène où elle est enfermée. Eh bien, en fait, alors elle avait fui le Cerritos parce que on lui demandait de se sacrifier pour le comment ils disent en anglais là, the few of the many, ou je sais plus quoi, à chaque fois leur fameuse phrase. Oui. Voilà, tu te sacrifies pour que pour le bien de tous. La plupart des autres, voilà. Donc elle dit il en est pas question, allez vous faire voir, je me casse. Et il y a des brocanteurs de l'espace, on va dire. Je sais plus le nom de l'espèce. Je suis nulle. Moi, j'aurais pu réviser quand même. Qui débarque donc au tout début de l'épisode, et c'est comme ça qu'elle bute sa pote de seul au monde, parce qu'elle dit encore une fois non merci, je peux me sacrifier, et elle arrive donc sur cette planète, sauf que donc là on croit qu'elle est super, elle se marie machin etc, sauf que ces mêmes brocanteurs de l'espace se ramènent, parce qu'en fait c'est elle qui les a prévenus qu'il y a tout un tas de vaisseaux, puisqu'en fait cette espèce qui est pas du tout primitive et qui avant utilisait la technologie, était même une technologie encore plus avancée que Starfleet ne l'est à l'heure actuelle. Tous leurs vaisseaux sont un peu remisés au garage dans la grotte au fin fond de la forêt où on n'a pas le droit d'aller, et elle a appelé ses potes les brocanteurs de l'espace pour qu'ils viennent récupérer tout ce matos. Et donc évidemment ils foutent le feu, c'est le bordel, ils attaquent tout le monde, et c'est là que le Cerritos avait débarqué déjà à ce moment-là pour venir la chercher, et donc évidemment ça se termine où elle se fait arrêter, et il y a un petit teasing tout à la fin, toute fin, puisqu'elle est enfermée dans le Evil Computers, les ordinateurs mégalo, oui. C'est ça, les placards où sont remisés tous les ordinateurs mégalos, et on voit Agimus qui est juste à côté, donc on suppose que c'est un clin d'œil pour potentiellement la future saison 4, quoi.
Ouais, de ramener Jeffrey Combs comme ça et qui faisait ce petit rire démoniaque et que tous les ordinateurs aient le rire démoniaque des séries, des méchants, des sérioles, tu sais, où ils sont en train de se tordre la moustache là. Mais c'était hilarant, quoi. Et puis surtout, c'est écrit ordinateur mégalo, les planques là. Oui. Puis il y en a des centaines. Je crois on avait déjà vu cet endroit. Oui, On l'avait déjà vu. Bah, avec Agimus. Ouais, non, c'est très drôle. Et voilà, il y a le retour de Jeffrey Combs en plus qui est un des acteurs qu'on voit énormément dans Star Trek. Et ça, sur le coup, je me suis posé la question, je reconnaissais la voix, mais le chef justement des ferrailleurs, là, c'est aussi l'acteur qui joue Martok, qu'on a vu dans le premier épisode, justement, enfin qui faisait une voix dans le premier épisode, c'est le même acteur. Donc voilà, ça fait du bien de voir plein de petits aussi d'acteurs qui ont des voix reconnaissables et tout, mais ouais, non, moi j'ai explosé de rire. Et surtout quand on voit qu'elle commence à rire avec Agimus et que tout le monde autour, tous les autres ordinateurs aussi mégalos se mettent à rire et qu'elle est là, taisez-vous, c'est juste nous deux. Elle est géniale, franchement, mais de ce personnage, je m'en rappelais pas du tout, mais je l'adore, là, elle est tellement à claquer que, en fait, je l'adore. Voilà, c'est juste, elle est géniale, elle est machiavélique, elle est méchante, voilà, elle fait le mal, elle raconte n'importe quoi, tout le monde la croit, et en plus, comme Starfleet est super compatissant, tout le monde la croit à chaque fois, tout le monde croit en la rédemption, et en fait, voilà, le titre, il est très, très ironique. Alors, vous avez aimé cet épisode ? Alors, je voulais juste dire, ce que j'aimais bien aussi, c'est l'évolution de sa couleur tout au long de l'épisode qui change. Au début, elle est vraiment habillée en Starfleet et plus l'épisode passe et moins elle a de couleurs sur elle, quoi. Parce qu'en fait, c'est un truc c'est un ordinateur qui est déjà apparu dans une des séries live. Où ça ressemble à juste, il me semblait avoir vu sur tous les Twitter des passionnés de Star Trek qui font des plans comme ça. Mais alors, ça doit ressembler à un autre outil technologique. Ou alors on n'est pas assez fan pour se souvenir. C'est ça. Oui, et là, les podcasteurs vont faire mais si, mais rappelez-vous, c'est dans l'épisode machin, bande de nuls. Ils vont tous commenter sous le podcast en disant non mais les filles là. Les femmes. Du coup, donc on lui donne une bonne note à cet épisode. Bah oui, carrément. J'ai vraiment adoré. Je trouve que je suis d'accord que jusqu'à maintenant la fin, j'ai toujours un plaisir à regarder Lower Decks, mais là pour moi c'était vraiment deux épisodes d'un coup qui étaient vraiment très très bien. Donc je mettrai aussi un plus pour cet épisode. Toi aussi, Marie-Paul? Bah ouais, écoute, c'était bien. Moi aussi. Ouais, j'étais un peu circonspecte au début, et puis en fait, non, l'écriture est vraiment super, et ça marche super, et t'es emballé, t'es emporté, et tu te laisses porter, et tu te fais avoir comme une bleue. C'est ça, hein, c'est tellement bien écrit. Moi, j'ai adoré l'écriture, j'aime bien être surprise comme ça. Et voilà, même si le personnage est insupportable, elle est géniale. Voilà, c'est tout. Tout le côté machiavélique. Il y avait, on va revenir dans Deep Space Nine, mais il y avait plein de personnages féminins qui étaient machiavéliques. Louise Fletcher, qui vient de nous quitter, elle jouait on appelle ça, elle était Kai. Une espèce de, c'est le grand pape de la religion bajorane, et elle était Kaivin, elle était machiavélique. Elle était géniale et t'adorais la voir, elle était sulfureuse, on adorait la détester. Donc elle avait un côté tellement froid, tellement posé que voilà. Donc c'est pas le même personnage, mais on adore ce genre de personnage. Je suis contente que tu le dises parce que j'essayais de pas trop parler de DS9 pour éviter d'être trop monomaniaque, mais c'est ce que je pensais depuis le début, c'est que c'est effectivement un personnage qui, comme Kaywin, est ce personnage que tu as envie de claquer à chaque fois qu'elle rentre dans l'écran, qui est incroyablement écrite et jouée pour nous donner envie de la détester au bout de quelques secondes, quoi. Mais Louise Fletcher était incroyable, hein. Et donc Marie-Paul, avant la fin de la soirée, tu vas regarder un épisode de Deep Space Nine. Alors ok, mais je veux avant la fin de ce podcast que vous me sélectionniez, vous me dites quel est votre épisode favori de Deep Space Nine, et j'essaye de la regarder ce soir.
Ouf, voilà un challenge. Hein. Ça dépend, parce qu'il y a épisode favori et épisode pour te pousser à regarder, c'est pas pareil. Votre épisode favori, c'est tout. Je sais déjà. Commandeur Doodle, il est temps de présenter cet oiseau de guerre au plus balèze de la cour de récré. Reçu, capitaine. Ciblez les disrupteurs. Dagger! Sortez-nous de là. Non! Je veux sa tête! Ne soyez pas si avide, ma sœur, on a déjà gagné. Seulement, ils ne le savent pas encore. Capitaine, il bat en retraite. Je passe en mode poursuite? Laissez-les filer. Protéger le Cerrito, c'est notre priorité absolue. Vous êtes en retard, Dagger. Vous vous êtes arrêté pour prendre un Raktajino? Que cherchaient les triplés Melponars, ce coup-là? Le Chronogami. Un prototype top secret de Starfleet qui peut pénétrer les barrières temporelles. Chrono, parce que ça consiste à capturer le temps et à le replier sur lui-même, comme l'art japonais. Oui, l'origami, c'est clair, ça va, on a capté. Je croyais que le chronogami était théorique. Dites-vous que la théorie a trouvé son application. Et maintenant, les Romuliens le détiennent et je parierais mes assassines qu'ils vont l'utiliser pour faire ordinateur, quelque mise en chose. pause. Alors, maintenant, on va passer au 3e épisode que nous allons commenter ce soir. Donc ça, c'est Crisis Point 2, Paradoxus. Et donc là, un 3e épisode qui n'a rien à voir avec les 2 précédents, qui m'a aussi beaucoup surprise. Et là, je dois dire que, pareil, la mâchoire est tombée sur le sol plusieurs fois. Donc, j'ai plus de mâchoire, en fait, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc... Et comment t'arrives à parler encore? C'est ouf. Je sais pas, mais peut-être que... C'est le talent. on peut plus m'arrêter. Mais voilà, en fait, Boimler programme une suite au film holodeck de Mariner qui s'appelle Crisis Point 2 et Paradoxus. Et en fait, où les Romuliens ont volé un truc qui permet de faire du voyage temporel. Et donc, déjà, on est surpris, mais on s'y attend un petit peu qu'au début, ça se passe sur le holodeck. Et en fait, Boimler se comporte de manière assez bizarre pendant le film. Bon, ça, on en parlera à la fin du côté spoiler, voilà. Et en fait, il y a plein de... Dans le programme, alors moi, je sais pas vous, il y a un truc dont je veux absolument parler. Parce que, totalement par hasard, j'ai revu des épisodes de Cobra avec l'homme de verre et les 3 filles du capitaine Grant, je crois. Où en fait, il y a 3 femmes qui ont des tatouages dans le dos. Et une fois que les 3 tatouages sont rassemblés, c'est une carte au trésor. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, mais moi, j'ai honteusement pensé à une autre série... Et Prison Break aussi, non? Peut-être Prison Break. Populaire lors de son lancement et qui était absolument nul au final. Prison Break. Voilà, c'est ça dont je parle. Et donc, et voilà, donc le côté tatouage et tout ça, le côté carte dans le dos qui permet de faire avancer l'intrigue, le côté intrigue complètement cheap avec l'espèce de scientifique, la blonde bombasse qui sert à rien et qui juste est là pour raconter des platitudes. L'épisode, il était plutôt fun. Qu'est-ce que vous en avez pensé? L'épisode était chouette à regarder. En y repensant, ma première réaction, c'était quand même... j'ai passé un bon moment. Il y a énormément de références. Ça se comprend assez. Mais au niveau de l'écriture, alors je sais que c'est le principe des épisodes holodeck. C'est pas... Enfin, je trouve ça assez facile au niveau de l'écriture, toutes ces références. Ok, il y a des choses qui se passent pendant le truc. Mais, je sais pas, c'est une première réaction que j'ai eue après en y repensant. Je me dis qu'il y a quand même des trucs cool. Je trouve que c'est dommage après 2 épisodes où il y a une super écriture, où il y a des choses qui sortent, il y a des personnages qui reviennent, il y a des personnages qui se dévoilent plus. J'aurais aimé un autre épisode encore qui soit original. C'est pas que c'était original, mais enfin, voyez, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Si. Je sais que c'est le principe même de ce type d'épisode. Voilà, je crois j'étais un peu déçue sur ce côté-là. Après, évidemment, ils ont fait un travail formidable de référence. Enfin, j'ai repéré plein de trucs, effectivement, des films, puisqu'on on les a tous. Enfin, on a vu tous les films dont on a parlé ensemble. Depuis un an, donc ça c'était super drôle. Les clins d'œil aussi au niveau typo, au niveau couleur, même je me demande si au niveau de la musique il y avait pas aussi des références. Évidemment les personnages
les personnages clin d'œil aussi étaient très drôles, quoi. Mais bon, heureusement que quand même, malgré tout, il y a des évolutions des personnages qui ont carrément, qui m'ont fait oublier le temps de l'épisode, ce côté un peu facile entre guillemets d'écriture. Et en même temps, c'est un exercice hyper compliqué parce qu'il faut que tu arrives à caser dans cette écriture de faux film de Boimler toutes ces références à tout l'univers, enfin à tous les films. Voilà, donc bon, j'étais un peu en demi-teinte, mais en y repensant, je me dis que non, quand même, il y a un sacré taf d'écriture et c'était plutôt chouette. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, je l'ai regardé il y a 2-3 heures, là, donc j'ai pas autant le recul. Mais j'ai trouvé... Enfin, j'ai vraiment passé un bon moment. Je suis d'accord que c'est bourré de références, mais vraiment, ça m'a fait penser un peu à la série Community, pour ceux qui savent, qui est vraiment une série où il va y avoir référence sur référence sur référence. Et vraiment, là, en 20 minutes, c'est comme Community, ils arrivent à mettre autant de références plus de références que humainement possible. Et en même temps, je trouve que ça reste intéressant parce qu'ils développent les personnages. C'est un truc que j'apprécie dans Lower Decks, c'est que ça reste toujours... vraiment basé sur la blague, la référence, le pastiche un peu de Star Trek. Et Lower Decks, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une série d'un fan, ou deux fans au pluriel, qui met toutes les réflexions qui se sont jamais faites en regardant la série, quoi. Et là, clairement, c'est un épisode de référence là-dessus, mais qui n'oublie pas en parallèle c'est pas dans le vide, quoi. C'est pas la Big Bang Theory, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas juste on va vous lancer des références sans rien. Je trouve que c'est des références qui sont utilisées pour développer ce qu'ils veulent dire sur les personnages, sur leur développement. Et là, vraiment, sans spoiler, on a un développement à la fois de Boimler et de Tandy qui sont... j'ai l'impression que c'est les deux personnages qui sont vraiment développés cette saison. Et il y a vraiment un désir de voir, de les voir se développer, de voir où ils vont, et je trouve ça assez intéressant. Et enfin, je trouve que l'effort vraiment visuel pour redonner cette impression d'être dans un film avait déjà été très bien fait la première fois, mais là c'est vraiment jusqu'au bout. Et il y a la vanne où Mariner sort de l'holodeck et qu'il y a la barre noire en bas qui fait passer en format film. Ça m'a beaucoup fait rire. Et je trouve, enfin, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que moi j'ai découvert Star Trek. J'avais pas Star Trek à la télé quand j'étais petite. J'ai pas vu les séries avant les années 2010. Par contre, j'ai un peu grandi avec Star Trek dans le fond parce que ma mère est une énorme fan de Star Trek. Elle regardait la série quand elle était petite, mais surtout elle regardait les films. Donc on avait les VHS et les DVD à la maison. Et pour moi, en fait, j'ai appris que très tard, je devais avoir 20 ans quand j'ai appris que Star Trek à la base c'était une série, parce que pour moi Star Trek c'était les films. Donc pendant très longtemps, je comprenais pas pourquoi les gens parlaient de Kirk comme un sex symbole, parce que j'avais cette image de Kirk vieux et tout. Donc pour moi, là, vu que ça fait référence à peu près tous les films, c'est-à-dire les films de la série originale et les films de Next Generation, qui sont la manière dont j'ai découvert Star Trek pendant des années. Je crois que c'était les seuls Star Trek, en fait. C'est vraiment, ça m'a vraiment parlé d'un point de vue visuel, d'un point de vue sur l'ambiance, etc. Donc vraiment, je sais pas, ouais, ça m'a parlé. Je trouve que c'est peut-être pas aussi dense au niveau de l'écriture que les deux premiers épisodes, mais il y a énormément pour les gens qui ont vu les films ou qui connaissent un peu les films et tout. Je trouve qu'il y a énormément de bonbons à prendre. Après, je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu les films Star Trek, il y a énormément de blagues qui vont même pas être comprises comme des blagues ou des références. Voilà. Donc je me demande ce que ça donne pour quelqu'un qui a vraiment vu aucun des films. Mais pour moi, pour qui c'était mon point d'entrée dans la franchise, ça me parlait beaucoup. Il y avait énormément de choses, et comme Boimler et Tandy, ce sont des personnages que j'aime beaucoup. Je trouve que ça dit des choses intéressantes sur eux. Ah si, juste une dernière chose, ça n'a rien à voir, mais c'est la série qui crée à nouveau son propre lore. C'est la 2e ou 3e fois qu'on fait référence au koala cosmique, et ça m'a fait rire. C'est juste une petite blague en fond comme ça, mais ça m'a fait rire. Mais alors les références, on va les lister. Parce qu'il y a clairement tous les films que tu as cités, il y a notamment Star Trek 5, enfin il faut quand même le faire, parce que c'est peut-être le film le plus détesté, même si quand on l'a revu, on l'a quand même, on l'a bien aimé, enfin moi honnêtement j'en garde un bon souvenir, mais toutes les références à Dieu, le sens de la vie, quand on rencontre Dieu et qu'il sort des platitudes, quand il y a, ne serait-ce que le générique de ce faux film, tout est
rempli de références. Generations avec le Nexus et Boimler qui donc on rencontre le capitaine Sulu parce que Kirk est allé faire un voyage ça c'était cool temporel et puis en plus c'est un personnage tellement sympathique et on lui dit il commence à parler de bataille à l'épée, enfin que des références comme ça, donc c'était plutôt sympa. Bon, il y a le fameux écran top secret avec de Star Trek 2 là sur l'ordi quand tu regardes la vidéo top secrète, c'est exactement dans le film 2. Il y a le générique, c'est écrit de la même manière que Nicolas Meyer sur pareil Star Trek 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme référence? Il y a le nom de la déité qui est une référence à Vidger, qui est clairement Vidger. Il y a à peu près tous les films de la série originale. Il y a une référence à Nemesis, il me semble, dans le look de la bombe. Ah oui, il y a les trois sœurs, là. Ah oui, les trois sœurs, on en parle. L'impérial, le cil, ouais, qui sont clairement une référence aux sœurs Duras. Oui, mais c'est clair, les Duras. Mais moi aussi. Hein. Il y a le costume. Alors, le costume de la bombe, du docteur Bombas et tout ça, c'est clairement le costume de l'ex-copine de Kirk dans le numéro 2, la mère de son fils. C'est clairement la même personne d'ailleurs, le côté genre ça tu ne m'as pas appelé depuis longtemps, enfin même le décor je crois à ce moment-là, le décor à ce moment-là de l'endroit où ils arrivent, les effets spéciaux pour montrer l'effet de l'origami là-dedans, du chronogami, etc. Tout ça c'est une référence au deuxième film, au deuxième ou au troisième film. Il y a quoi? Je crois qu'il manque, il n'y a pas de référence à la colère de Cannes. Si. Il y en a, mais si, il y en a plein, mais c'est le 2. Enfin si, c'est dans la colère de Cannes justement que tu trouves... Non, je sais pas pourquoi je mettais dans le 3. Ah si, il y a les références à la baleine avec leur histoire de... Il faut sauver le poulpe. Ah, il y a le punk aussi, évidemment, le fameux punk avec sa beatbox là, même s'il a pas du tout la même tête. Et aussi quand il y a la fédération là, c'est dans l'épisode, c'est dans le film 4 aussi, on voit à un moment l'extérieur de la fédération avec le Golden Gate Bridge derrière, mais ça c'est dans le film 4 aussi. Il y a aussi des clins d'œil à la Kelvin Timeline avec Tandy qui dit quoi, mais ça veut dire qu'on va avoir une timeline où on est joué par des gens différents et tout. Mais ça ne fait aucun sens. Ça c'était drôle. Le fait que Mariner dise que ce n'est qu'une suite obligée parce que son film à elle a bien marché, qu'il faut refaire une suite mais pas aussi bien, enfin. Ah non, mais il y avait mais moi je trouvais que les lignes là, elles étaient c'était pépite sur pépite et c'est moi j'ai bien aimé hein, moi je trouvais que c'était 3 bons épisodes à la suite qui n'avaient rien à voir mais voilà, bien écrit. Je trouvais que il y a un vrai effort d'écriture. On n'a pas trop parlé de Tandy. Ça fait suite à l'épisode, pas l'épisode d'avant, mais l'épisode encore d'avant, où justement Tandy, là, dans cette suite de films par Boimler, abandonne son poste et dit à Tandy que tu es le acting captain, et elle est trop contente, et ils font des poursuites, et ils coursent les méchants, et elle fait des tas de trucs, enfin voilà, elle prend à bras le corps sa fonction, et elle fait énormément de choses, et t'as Russell Ford qui est très drôle parce que lui il s'en fout, il est là pour la déconne, c'est un holodeck, c'est pas du tout pour de vrai, et donc il y a cette espèce d'échange un peu surréaliste où elle lui dit mais t'arrêtes un peu de tout prendre par-dessus la jambe comme ça, pour moi c'est important. Il dit ah bon, mais pourquoi on est dans un holodeck, enfin voilà, mais si, mais en fait j'ai vraiment envie d'être capitaine un jour. Ah, je l'ai dit à haute voix, mince. Donc ça c'était ça j'ai trouvé ça super, parce qu'au final effectivement ce personnage, comme tu disais Clara, toujours solaire, optimiste, qui est très Starfleet, et ben elle aussi elle a quand même des ambitions, elle aussi elle a envie de monter en grade et d'avoir un jour son propre d'être la chef, et c'est bien parce que ça aussi je trouve ça va avec l'envie qu'on a de voir plus de femmes à la tête d'équipage, quoi. Bon, je sais qu'avec les nouvelles séries, il y en a plus.
on les aime ou pas. mais voilà, donc ça c'était vraiment chouette de la voir, de continuer à voir son évolution, même si c'était que pour du faux, entre guillemets, c'était un jeu de rôle qui, pour elle, au final, elle a pris complètement au sérieux, et ça aurait presque pu être la réalité, quoi. Boimler a reçu des mauvaises nouvelles, et en fait, son double, qui avait été créé, a été en fait tué dans son sommeil. Et donc ce côté mort sans... Il n'est pas juste mort... Tu crois que c'est un assassinat? Non, mais après, t'as regardé la fin de l'épisode? Mais bien sûr, non, mais c'est juste que j'avais l'impression que tu nous disais qu'on lui apprenait qu'il avait été tué, alors qu'en fait, non, sur le coup, il ne le sait pas, il n'y a personne qui le sait. Il est juste mort dans son sommeil. Il n'y a que nous qui le savons. Il est mort dans son sommeil, et donc le côté mort inutile, en fait, le perturbe, et le fait de savoir que son double est mort le fait chercher le sens de la vie, bon, de manière assez hilarante. Et je dois dire qu'en ce moment, je ne sais pas si vous, comme moi, vous n'êtes pas inondés par des posts LinkedIn sur le sens de la vie, avec des citations en veux-tu, en voilà, qui sont juste insupportables, mais que ces espèces de créatures d'holodeck sortent des platitudes et des citations sur mesure pour le consoler. Moi, je dois dire, c'était peut-être pas le moment, mais c'était drôle, parce que c'était pile dans ce qui se passait, on cherche le sens de la vie. C'était quand même très drôle, hein, ces citations toutes pourries. Et il y en avait pas mal, hein, quand même, cette espèce de déité là. Ce que je trouve très drôle, c'est que ça... La raison aussi pour laquelle il y a des citations aussi plates, c'est que en fait c'était pas du tout le but du programme à la base, et que le holodeck improvise au fur et à mesure que Boimler pousse pour aller vers le côté chercher une déité. Et je trouve ça assez intéressant, parce que ça montre en fait un holodeck qui fait ce qu'il peut, mais ça reste une intelligence artificielle, et qui sait pas trop quoi répondre à quelqu'un, à une personne vivante qui est en deuil, quoi. Ça me rappelle un peu les intelligences artificielles aujourd'hui qu'on crée pour faire de l'art, etc. Et cette question, est-ce qu'on peut vraiment faire de l'art avec une intelligence artificielle, ou est-ce que ça a besoin d'un minimum d'humain derrière pour créer quelque chose? Du coup, je trouve ça vraiment très drôle que tout ce que l'ordinateur puisse créer, c'est vraiment les platitudes, mais les plus basiques qu'on puisse avoir, quoi. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Elle a rien appris, cette intelligence artificielle. Elle tente d'apprendre sur le tas, mais en fait derrière, elle donne que du plat, parce qu'en fait, c'est même pas, elle a pas atteint un niveau de conscience, en fait. C'est juste un programme qui tente de trouver des solutions, mais qui a pas atteint le niveau de conscience. Et ne faites pas de l'art avec ces IA. Non, c'est bon. Et donc, l'épisode se termine donc par Boimler qui décide de suivre les conseils de Sulu. Bon, en fait, c'était un personnage dans le holodeck, c'était un délire né de sa déshydratation. Et donc, ils sont tous chassés dans une scène assez drôle encore, ils sont tous chassés de l'infirmerie. Et là, twist final, écran noir, et là, tu te dis, l'épisode est fini. Et en fait, William est ressuscité, et sa mort était une ruse pour l'enrôler dans la section 31. Et là, je sais pas vous, mais moi j'ai bien rigolé quand il a dit, mais pourquoi qu'une section qui est censée être super secrète se distingue par la couleur de son badge qui indique qu'on fait partie de la section 31. C'est clair. C'était quand même assez drôle. D'ailleurs, ce badge, on l'avait déjà vu, il me semble. Oui, dans Discovery. Dans Discovery, c'est ça, hein. Et dans Deep Space Nine. Mais on voit la section 31, mais est-ce qu'ils ont un badge spécial dans DS9? Ah non. Mais par contre, excuse-moi, je pensais à la section 31 et à un épisode excellent avec le docteur Bashir, qui se fait manipuler par la section 31. Mais je pense que c'est clairement une référence justement à Discovery, parce que il y avait tout un truc, et je crois qu'ils n'étaient pas censés faire une série section 31 avec Michel Yeo à un moment. Si. Je sais pas si c'est toujours... Je crois que ça a été abandonné, non? Je sais pas. Pour moi, c'était clairement une référence à ça, parce que effectivement, ça n'a aucun sens pour des espions d'avoir leur propre badge, en gros, qui écrit en gros espion, quoi. Oui, et puis surtout 100 ans plus tard, ils sont toujours à porter le même badge, donc c'est complètement idiot. Ouais. Mais c'était très drôle cette remarque-là. Est-ce que vous croyez du coup que à la fois cette fin de Boimler et la section 31 et la fin de l'épisode précédent avec Agimus, vous croyez que c'est des trucs pour la suite, ou que c'est purement une blague de fin d'épisode et que ça va pas forcément mener à quelque chose? Non, pour moi, clairement, il y a du teasing sur des choses qui vont se passer dans
dans le futur. Est-ce que ce sera la saison 4? Est-ce que ce sera encore plus tard? Je sais pas, mais enfin, ce serait dommage en tout cas surtout avec le personnage de William, de nous faire un teasing comme ça, et à la limite qui est pas Agimus, bon, encore à la rigueur, mais qu'on n'ait pas la section 31 et William, voir ce qu'il donne, ça serait dommage, quoi. Je pense que voilà, c'est plus, on va découvrir ce que veut la section 31 et peut-être que si la série de la section 31 est effectivement produite, peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir une suite à cet épisode, alors que Agimus et Butternup, je pense que ce sera plus du comic relief à la fin d'un épisode où il y aura peut-être un troisième ordinateur mégalomaniaque qui va les rejoindre, ou il y aura peut-être un épisode Rise of the Machine comme dans Terminator, mais voilà, ce sera plus moi je vois plus 2 ou 3 épisodes sur William et pourquoi la section 31 l'a recruté. Et du coup, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Moi, je dirais que c'est légèrement en dessous des 2 épisodes précédents, mais ça reste un très bon trio. Il y a vraiment énormément... En fait, je sais même pas si c'est en dessous, c'est juste que ça donne pas les mêmes choses. Mais pour moi, c'est vraiment un très bon trio d'épisodes. C'est vraiment, je crois, mes 3 épisodes préférés de la saison. Et ouais, c'est un plus. Ouais, en fait, en parlant avec vous, effectivement, ça me redonne un peu ça me remet en perspective certaines choses qui se sont passées. Ça me permet aussi de comprendre des trucs qui sont passés dans les 2 épisodes précédents, et dans celui-ci ça va, j'avais suffisamment les références pour bien tout capter, mais effectivement l'évolution des persos reste intéressante et c'est cool. Juste voilà, l'écriture est assez folle pour le travail que ça a dû représenter, mais effectivement ma première impression a été que on s'embête, on fait des trucs sans trop s'embêter, et pardon les scénaristes d'avoir pensé ça, c'est pas bien. Effectivement, j'imagine pas le travail que ça a dû représenter pour arriver à faire tout ça. Donc non, ça, franchement, ça reste plutôt cool. Ouais. Moi, j'ai bien aimé et je suis d'accord. C'est trois bons épisodes qu'on a commentés ce soir à la suite et qui étaient très différents parce que parfois les épisodes se répètent ou on retrouve. Et là, je trouvais que les atmosphères, les personnages, les situations, les émotions qui nous ont fait vivre étaient très intéressantes, et moi j'ai passé de super moments. Donc je trouve que vraiment c'est une bonne série et qui est bien écrite. Donc voilà, j'espère qu'il y aura encore plus d'audience pour les prochains épisodes et que les gens vont la découvrir un peu plus. Donc voilà, alors maintenant les filles, est-ce qu'on va aller au secours de ces hommes qui se sont fait kidnapper? Est-ce qu'on sort nos phasers et on va... Attendez, c'est pas fini. Il faut que vous me disiez qu'est-ce que je regarde dans DS9 avant d'aller chercher les mecs. Et puis se débrouillent aussi, de toute façon. Alors Clara, est-ce que tu as une idée? En fait, j'hésite entre 3 épisodes. Un qui est en saison 1 et qui se regarde sans avoir regardé aucun autre épisode. Un qui est en saison 3 ou 4, qui est un peu fondamental pour 2-3 personnages. Ou un épisode qui est un classique des classiques, mais qui est détaché du reste. Et qui est surtout en saison 6, donc j'hésite un peu. On veut les titres? Non, mais on veut les titres. Tu veux les 3 ou Bon, je dirais, parce que j'en ai parlé aujourd'hui justement avec ma mère, un épisode que j'adore et que je trouve fantastique à la fois dans l'écriture, dans le jeu des personnages, dans ce que ça raconte des personnages, c'est un épisode de la saison 4, il me semble, qui s'appelle Heart of Stone. Ouais. Ouf. Oui. C'est vraiment un épisode, déjà... Nana Visitor qui joue Kira dedans et René Aubergenois qui joue Odo et Aaron Eisenberg qui joue Nog, qui sont 3 personnages que j'aime énormément, mais surtout les acteurs sont incroyables dans cet épisode. Ça raconte énormément de trucs intéressants et à la fin j'ai toujours un peu mon petit cœur qui bat à la fin de l'épisode. Enfin, c'est vraiment un épisode que j'adore. Par contre, je sais pas trop si c'est un épisode qui se regarde tout seul sans avoir vu un peu ce qui s'est passé avant, mais... Pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de relations entre Kira et Odo et de toute façon... Et puis même Nog. Ouais, et puis même, voilà, c'est tellement sérialisé à ce moment-là, Deep Space Nine, que cet épisode, tout particulièrement, il y a tellement de backstory. Voilà, mais c'est un excellent épisode, et je suis d'accord. Et les autres épisodes J'avais pensé à Duet, parce que ça se regarde. Ah oui, Duet, oui. Quelqu'un qui n'a jamais vu la série, c'est l'épisode qu'il faut faire pour faire regarder. Et sinon... Quelle saison c'est? Saison 1. C'est la saison 1. Et c'est à la fin. Ouais, et sinon, je pensais à
l'épisode où Cisco, écrivain dans les années 40. Ah mon Dieu, Far Beyond the Stars. Voilà, Far Beyond the Stars, qui je pense est l'un des meilleurs épisodes de tout Star Trek. Mais alors, attention, oui, mais alors... incroyable. Tu vas regarder. Mais c'est la saison 6, je crois, donc c'est un peu compliqué à... Mais du coup, pour quelqu'un qui a jamais vu, pour convaincre quelqu'un, je dirais Duet. Parce que Duet, il se regarde sans avoir rien regardé d'autre. Et c'est la première saison, donc il n'y a pas tellement de spoilers pour la suite. Et il n'y a pas besoin d'avoir vraiment vu les... Enfin, de connaître les personnages pour apprécier. Et c'est vraiment, je pense que c'est un épisode de la saison 1 qui est le moment où la série... c'est le moment où la série décolle vraiment, quoi. Ouais. Et toi, Marina ? C'est des épisodes de la saison 2. Et notamment, alors soit c'est la trilogie qui lance la saison 2, avec justement autour de Kira et de Vedek Bareil, et d'un résistant. Les 1, 2, 3, non ? Donc c'est les 1, 2, 3 de la deuxième saison, qui se regardent tous les trois. Et il y en a un que j'adore, les 3 premiers épisodes de la deuxième saison, et un épisode incroyable de la deuxième saison qui s'appelle Necessary Evil, et qui se passe, qui est raconté, il y a un meurtre je peux pas tout raconter, mais il y a un meurtre au début de l'épisode, et Odo est chargé de le résoudre, et on va de surprise en surprise, et juste c'est un épisode fascinant. Mais les 3 premiers épisodes et Necessary Evil, et Duet bien sûr, mais Duet c'est un classique, je crois, qui est constamment cité. On est clairement tourné autour de Kira et Odo sur ces recommandations, à part Far Beyond the Star qui est tourné autour de Cisco, mais on sent un certain biais chez nous. Ouais, tout à fait, mais il faut que tu regardes Deep Space Nine. On va s'organiser une soirée. T'habites où, Clara ? T'habites à Paris ? J'habite en Angleterre. Ça nous aide pas beaucoup, ça, pour organiser... Avec le Brexit, là, c'est quand même compliqué. Qui est la raison pour laquelle je n'ai pas pu venir pour la soirée Next Contact, parce que j'avais mes places et le Patreon et tout, mais je n'ai pas pu venir parce que mon passeport était périmé et que le consulat français était dépassé au niveau du temps de changement. Mais non, faut regarder DS9. J'espère que si on a convaincu dans les auditeurs, les quelques-uns qui n'ont pas vu cette série, regardez DS9. Maintenant qu'on a bien débriefé, que maintenant on s'est bien détendu, qu'on est relax, que le week-end commence, est-ce qu'on va libérer ces messieurs ? Moi, je pense que s'ils sont pas trop capables de le faire eux-mêmes, va falloir y aller. Ouais, ils sont pas capables. Ils ont besoin qu'on y aille, qu'on les sauve. Marie-Paul, t'as 1 ou 2 phasers à nous passer ? Ouais, tiens, hop. Piou, 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 piou. On arrive, les mecs. Merveilleux, meilleur doublage de bruitage de phaser. Bravo, franchement, tu as droit à un Oscar, un Emmy, une Palme d'Or en direct, quoi. Thank you, love. Thank you, life. Et donc, nous sommes des valeureuses combattantes guerrières et nous avons sauvé les mecs. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était super. J'espère que vous serez convaincus comme moi de regarder ces épisodes de DS9 et puis évidemment que vous avez kiffé comme nous les épisodes de Lower Decks. Et moi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils nous emmènent avec la finale. Bonne soirée, à bientôt. Ouais, bonne soirée et piou 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 piou.
Program complete.